Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. L'Afrique est la maison familiale de tous les humains, le pays natal de l'humanité, l'épicentre d'une créativité hybride et multiforme. Voilà ce qu'en dit l'historien Achille Mbembe dans un livre de dialogue avec Rémi Rioux, le directeur de l'Agence française de développement, et avec la philosophe et journaliste Séverine Kodjo-Granvaux. Achille Mbembe réfléchit à la relation entre nos deux continents, entre l'Afrique et l'Europe. Comment renouer et comment nouer surtout une relation plus égale? Nous en parlerons ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, les horizons lointains d'Irène Frein, prix interallié pour un crime sans importance. Il y a 2 ans, elle publie ce printemps L'allégresse de la femme solitaire au seuil. L'histoire mystérieuse d'une jeune Robinson dans la Californie de la fin du 19e. L'histoire surtout d'une femme devenue légende. On vous en parle jusqu'à 12h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Mais d'abord, 3 informations à vous donner, une récompense et 2 rendez-vous à vous indiquer. L'ouverture tout d'abord du festival Au les Beaux Jours, ce sera mardi prochain jusqu'à dimanche à Marseille avec de nombreux invités et rencontres littéraires, dont pour la BD Emmanuel Guibert, Christine Angot, Patrick Chamoiseau ou encore la romancière turque Elif Shafak pour un grand entretien que j'aurai le plaisir d'animer samedi prochain, le 28 à Marseille. Avant cela, je vous donne rendez-vous dès lundi en direct du Palais des Festivals à Cannes pour 4 grandes tables 100% cinéma, du réel ou de l'imagination, de la fiction, avec la comédienne Vicky Krieps, avec les réalisateurs et réalisatrices David Cronenberg, Valeria Bruni-Tedeschi, Baz Luhrmann, Rachid Bouchareb et tant d'autres. Enfin, on vient de l'apprendre, la primo-romancière Marie Vintras est la nouvelle lauréate du prix des libraires pour Blizzard, paru aux éditions de l'Olivier, à retrouver donc dans toutes les bonnes librairies. Bonjour Irène Frein. Bonjour. Bonjour. L'allégresse de la femme solitaire, c'est le titre de votre nouveau roman qui paraît au seuil. L'allégresse de la femme solitaire jette l'ancre dans un port californien à la fin du 19e où un capitaine et sa goélette reviennent avec à leur bord la femme solitaire, ultime représentante d'un peuple immémorial, abandonné des années plus tôt dans une île sauvage. C'est inspiré d'une histoire vraie, vous le dites, vous le racontez. Comment avez-vous eu, vous, Irène Frein, vent de cette histoire, de cette légende? J'en ai eu vent lors d'un séjour familial à Santa Barbara, à la mission de Santa Barbara, un établissement donc religieux, transformé en musée. Et on me l'a raconté au cimetière en me disant que cette femme avait été enterrée là, au terme de son séjour sur ce rivage. On m'a dit qu'elle a été ramenée par un capitaine. Tout ça était très sommaire et on a ajouté, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on ne comprenait pas sa langue et qu'elle était immensément joyeuse et qu'elle est restée jusqu'au bout. Et j'ai été saisie par cette histoire, mais cette histoire ne m'a pas rencontrée. Vous savez, les histoires, elles cheminent en vous. Il faut sans doute que quelque chose déclenche l'envie de se lancer dans un roman, parce que c'est un roman que j'ai fait. Et vous n'êtes pas nécessairement prêt. Moi, j'étais dans un séjour avec cette partie de ma famille qui vit là-bas. Et c'est simplement lors du second confinement, tout à fait accablée par ce second confinement, cette histoire m'est revenue. Peut-être était-ce le souvenir de cette femme qui avait été vécue seule pendant 18 ans dans cette île au large de Santa Barbara, avant qu'on aille la chercher et qu'elle accepte de venir sur le continent qu'elle ne connaissait pas. Peut-être est-ce aussi le sentiment qui était partagé par des millions de gens à cette époque-là, qui reverraient peut-être jamais leurs proches. Cette pandémie faisait très peur. Toujours est-il que, au hasard d'un rangement, retrouvant 2 petites notices que j'avais prises en sortant de ce musée, comme ça, à tout hasard, j'ai cherché et j'ai découvert que quelques scientifiques s'étaient intéressés à cette histoire, qu'ils avaient trouvé des choses, notamment qu'elle remontait à un groupe qui était parmi les premiers à avoir quitté la Sibérie orientale pour gagner le continent amérindien, mais que
c'était si peu qu'il considérait que c'était un romancier de s'en occuper. L'un d'entre eux avait déclaré: «Cette histoire est une page blanche ouverte à la fiction». Et comme sans doute j'avais besoin d'horizon, que je me retrouvais enfermée dans l'île cruelle du Covid, de la Covid, eh bien, je me suis lancée à corps perdu. J'ai découvert qu'il y avait des journaux d'époque en ligne et également des mémoires de certains personnages ou des déclarations, des interviews. Et je me suis lancée à corps perdu. Mais j'ai voulu faire un roman parce que effectivement, on n'avait pas assez de matériaux pour écrire une étude historique. Elle ne sera sans doute jamais écrite. Vous dites: «Cette histoire ne m'a pas tout de suite rencontrée» Non. et pourtant elle avait tous les ingrédients d'une histoire à la Irène Frein quand même. L'histoire de cette femme forte, habitée par sa joie et par son allégresse, l'histoire aussi, de ces peuples, minoritaires ou oubliés, Oui. l'histoire de Mmh. ces langues, là encore, à qui, on ne donne plus la parole, aujourd'hui. Cette histoire d'ailleurs, cette histoire de voyage, cette histoire de déracinement parce que c'est ce qui va lui arriver quand elle va partir de son île et se retrouver là. Il y avait tous les ingrédients pour vous séduire, non? Alors Ou vous écoutez, intriguer? oui, Mmh. franchement, sur le moment, j'y ai pas du tout pensé et en fait, chaque fois que je retournais là-bas, je repensais à cette histoire parce qu'il y a une grande île en face, Santa Cruz, et moi j'avais compris qu'elle venait de Santa Cruz, et je percevais cette île comme une douleur et une accusation. J'avais complètement intégré la douleur de cette femme et, à la vérité, je ne sais sans doute pas tout à fait bien quelle qui je suis, quels vêtements romanesques ou quels vêtements d'écriture me vont. Je suis quelqu'un qui me décide sur des impulsions. Brusquement, une histoire m'habite et toute cette affaire cessante, il faut que je l'écrive. Il y a eu un déclic pendant ce confinement. C'est que quand j'ai commencé à chercher, vous voyez, je mime le petit, La le machine à petit écrire. geste sur le clavier, sur Internet, des éléments sur elle. Je suis tombée à un moment sur, figurez-vous, une chanson. Un Indien, Chumash, c'est-à-dire un Indien de la côte, qui ne les Chumash n'ont jamais compris la langue de la femme solitaire non plus. Elle est actuellement toujours aussi énigmatique. Avait mémorisé via d'autres Indiens qui l'avaient eux-mêmes mémorisé une des chansons de la femme solitaire. Et il avait rencontré un linguiste de génie et anthropologue de génie, un certain Harrington, qui un jour lui a dit: «Tu veux pas me la chanter? J'ai une machine à enregistrer». C'était, vous savez, ces machines à cylindres. Et en tapant sur internet, j'ai trouvé la numérisation de ces 18 secondes de chant. Et là, ça m'a saisie. Et c'était quelque chose qui venait du fond des temps. Et la rencontre, la collision de cette personne romancière, Irène Frein, que vous nommez, dont je ne sais pas toujours très bien qui c'est, et moi-même, c'est passé à ce moment-là. Voilà, cette rencontre, en tout cas, elle a eu lieu et elle a produit ce récit roman, et cette femme trouve, heu, a enfin chair, hein, en tout cas sous votre plume. Qu'est-ce qui se cache derrière le mythe entretenu de la noble sauvage? C'est aussi ça que vous êtes allés chercher. Tout en elle est une énigme, hein. Qu'a-t-elle vu? Quelle langue parle-t-elle? Comment est-elle arrivée là? Celui qui l'a sauvée, capturée, est-ce qu'il est responsable de sa situation aujourd'hui ou est-ce qu'elle est venue à Santa Barbara de son plein gré? Tout tout est à élucider et c'est ce que vous avez fait de chez vous pendant ce deuxième Oui, j'ai confinement. pas bougé chez Vous n'avez moi. pas bougé. Donc il vous a fallu trouver un enquêteur, quelqu'un qui porte cette enquête pour vous et l'histoire est racontée dans les yeux du docteur Shaw, ancien médecin, régisseur, qui, à 30 ans d'intervalle, va, vivre cette histoire, en fait, 2 fois. D'abord, il la rencontre, ils se connaissent et puis ensuite, il tente d'oublier, et ce passé va ressurgir. Il va le rattraper un peu comme un boomerang. Vous le dites d'ailleurs, vous l'écrivez, le passé est toujours vivant. Pourquoi s'en inquiéter? Pourquoi est-ce qu'il a voulu le refouler, ce passé, d'après vous, votre enquêteur? Nous sommes nombreux à refouler notre passé ou des éléments de notre passé. Ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est la mémoire, les tours que nous joue la mémoire, euh, les souvenirs effectivement qui reviennent brusquement, nous bousculer, nous déranger, nous révéler. Euh, J'avais vécu
douloureusement une histoire de ce type personnel, quelques années avant d'écrire ce livre, l'assassinat de ma sœur. Et j'avais été tellement secouée par sa disparition inexpliquée que j'ai vécu pendant quelques mois des retours de mémoire absolument prodigieux et douloureux, quelquefois même dans les rêves. Et donc, plus ça va, plus je suis fascinée par les retours de mémoire. Nous ne sommes rien sans mémoire, collectivement et individuellement. Donc, oui, de ce personnage qui a sans doute existé, qui a sans doute cherché, parce qu'il était le seul polyglotte dans cette petite bourgade du Far West maritime de l'Amérique, ce Ouest ultime, cet Ouest de l'Ouest. Il était le seul à parler quantité de langues. Il a sans doute cherché à la déchiffrer, mais j'ai projeté sans doute le poids de la mémoire. Donc chacun dans cette ville a une mémoire différente de la femme solitaire. Et il y a des refoulements inconscients comme celui de Dr. Shaw, mais il y a aussi des refoulements tout à fait conscients parce que les Blancs ne se sont peut-être pas unanimement, merveilleusement comportés avec elle, vous voyez. Alors, en fait, il y a d'autres mémoires. Il y a la mémoire des langues qui vont se perdre. Il y a la mémoire des cultures de tous ces gens différents. C'est-à-dire que le Dr. Shaw, lui, il est écossais. Il est médecin, il a bourlingué dans la Compagnie des Indes. Mais il y a la mémoire des trappeurs sanguinaires qui ont traversé tout le continent pour venir faire fortune dans cet Eldorado de l'Ouest de l'Ouest. Ils n'ont jamais été arrêtés que par le Pacifique dans leur conquête de l'Ouest. Et là, ils sont arrêtés et ils veulent recommencer. Il y a aussi les Hispaniques, les vieilles familles qui sont là, qui commencent à être menacées par l'arrivée d'autres Américains qui sont les juristes et qui veulent établir l'état de droit. Vous voyez, puis il y a aussi les Indiens déculturés qui tentent de sauvegarder le peu qu'on a laissé de mémoire, comme le fameux Librado qui va chanter la chanson de la femme solitaire des années plus tard, et qui lui-même, moi j'ai adoré ce personnage parce que son nom veut dire l'énamouré des livres. Et si vous voulez... l'enlivré. Et il a existé et il était comme ça. Et sa mémoire est très respectée d'ailleurs là-bas. Voilà, ce sont les fameux 18 secondes que vous avez. Oui, je revis le même frisson parce que je sens... Avec cette bande qui grésille. Hein. Et je sens Bon, peut-être que je vais paraître un peu follette en disant ça, mais je sens tout ce passé immémorial qui remonte et je suis toujours très, très, très émue quand je l'entends. J'ai adoré cet homme, ses souvenirs ont été recueillis et dans un livre qui est très rare et que j'ai lu, j'ai réussi à trouver quand j'ai pu retourner sur place dans la bibliothèque de Santa Barbara. Et j'avoue que c'était une journée joyeuse, enjoyée. I enjoyed that day. Vous êtes vous-même, en fait, Irène Frein, une chasseuse d'or, une chasseuse de trésors, à votre manière. Et quand vous trouvez des pépites comme ces quelques secondes de son, de chant, ça suffit visiblement à faire votre bonheur sur le moment et surtout à ouvrir les portes de votre imaginaire. Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné, vous le racontez, cette rencontre. Le vrai mystère de cette femme solitaire, c'est son allégresse, comme le titre du roman l'indique. Alors pourquoi ce mot qui est si beau et si particulier ? Je vous propose d'écouter à ce sujet, sur la joie, l'explication, les mots de Françoise Héritier, la grande anthropologue, ethnologue féministe, décédée en 2017. La chose s'est accrue avec l'âge et peut-être, et ce qui est intéressant, c'est ce mot joie. Je ne recherche pas le bonheur, mais la joie, ce qui est tout à fait différent. Le bonheur, c'est cette impression extatique que tout va bien. Tandis que la joie, c'est autre chose. La joie, c'est un sentiment d'une profonde harmonie avec le monde. Et cela, on peut le trouver y compris dans le malheur et au cours de la vie. Le cours de la vie n'est pas seulement fait de choses gaies. Et j'en ai rencontré pas mal de difficiles, de durs.
Et je pense que c'est le cours de la vie qui m'a appris à tout d'un coup mettre en évidence ces petits détails de la vie qui m'apportaient de la joie. Mais de la joie au sens spinoziste, le simple fait de vivre. Quelle est votre définition à vous, Irène Frein, de la joie? La même. Je peux pas ajouter un mot à ce qu'a dit Françoise Héritier, c'est-à-dire que c'est une bénédiction d'être en vie et d'être en résonance avec le monde. Euh, En fait, la joie permet aussi de voir les merveilles du monde, c'est-à-dire d'être attentive à une histoire comme ça. J'avais besoin de retrouver cette allégresse. J'ai préféré dans le titre le mot allégresse parce que dans le mot allégresse, il y a un rythme, on est soulevé et la femme solitaire n'arrêtait pas de chanter et de danser. Non seulement elle éprouvait de la joie, mais elle disait la joie avec son corps, avec sa voix et le monde vibrait. Tout le temps de l'écriture, je me disais, je dois être digne de cet inconnu, puisqu'on ne connaît toujours pas son nom, autre que celui qu'on lui a donné. Et si vous voulez, je voulais une écriture qui inclut justement la joie née du malheur. Et pour moi, c'était aussi un combat contre moi-même, parce qu'il fallait que je me répare de cette chose horrible qui était d'abord arrivée à ma sœur. On n'a toujours pas trouvé de coupable, donc vous avez quand même pour les survivants un bruit de fond qui est laminant. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été soulevée par l'espoir, parce que l'espoir, l'espérance, plutôt l'espérance. C'est aussi un mot joyeux, un mot merveilleux en français ou aussi en espagnol, esperanza. Et que voilà, j'allais retrouver la langue, que j'allais retrouver cette joie. Et Françoise Héritier a parfaitement raison de souligner que l'âge venant, peut-être une occasion formidable de recueillir, comme on n'a jamais recueilli dans sa vie, tous ces bonheurs de jour, toutes ces joies et toutes ces pépites dont le monde est parsemé aussi. Et vous le disiez aussi, cette femme solitaire, elle était habitée par une joie perpétuelle, ce qui n'est pas le commun des humains, écrivez-vous. Et c'est aussi pour ça qu'elle intrigue, qu'elle fascine et qu'elle fait peur à une partie des habitants, jusqu'aux prêtres qui se demandent si cette joie est un signe de Dieu ou bien la figure inversée du diable, du malin. De manière générale, et aujourd'hui encore, Irène Frein, on a le sentiment que la joie intrigue, mais qu'elle peut aussi déranger, qu'elle peut aussi faire peur. Pourquoi selon vous? Je pense qu'elle dérange. Oui, parce que les passions tristes ont envahi une partie de la culture occidentale, c'est-à-dire comment vous dire, nous vivons sur l'idée du bonheur et de la perfection du bonheur. Et nous vivons dans le culte de la performance. Il faut être absolument heureux. Et il faut un monde lisse, parfait, sans faille. Et c'est non seulement une illusion, mais je crois que c'est quelque chose qui peut nous conduire à ne pas voir aussi ce qui peut nous aider à vivre et qui rayonne. Alors, bien entendu, c'est pas moi qui vais vous dire que nous vivons dans un monde idéal, non. Et il faut se battre, il faut empêcher que certaines horreurs, et il y en a des quantités, arrivent. Les injustices sont un fait, FAIX, c'est un fait accablant. Moi qui viens d'un milieu où j'avais tout faux au départ, je le sais, je pense, j'en suis parfaitement consciente. Mais je sais aussi que ce qui m'a porté dans le combat, c'est c'est d'y croire. Et pour y croire, il faut sans doute cultiver, c'est un long travail, cet accueil de
de ce qui va de l'avant, comme on dit sur les bateaux. Vous voyez, il y a des moments où le vent est portant. Et il n'y a pas que des vents contraires. À ce moment-là, on en profite. On sait bien que l'adversité reviendra. Mais c'est un travail pour soi et nous sommes aussi responsables des petits bonheurs ou des joies. Nous pouvons nous les fabriquer. Moi, j'ai pas de kit, hein, je vous rassure quand même. Je vais pas faire une carrière de gourou de joie. C'est trop, voilà, c'est pas mon ambition dans la vie. Je ne crois pas à ce genre de carrière. J'ai du doute sur tous ceux qui vous proposent le bonheur comme ça, en kit et en livre. Mais au jour le jour, il y a un travail sur soi qui est très, très, très stimulant pour ne pas céder et à ça. Et puis, la joie, c'est aussi l'humour, l'autodérision. C'est voilà, C'est une politesse, c'est aussi une c'est une politesse envers politesse les et autres. c'est une noblesse. Regardez ce qui se passe en Ukraine, l'humour actuellement, les blagues. C'est ça qui permet de supporter. Alors, n'en faisons surtout pas un système, mais je me permets de le dire. Juste comme ça, en passant une petite étincelle de midi 30. Irène Frin, comment est-elle, cette femme solitaire? Elle est étonnamment présente. Ses mouvements sont alertes et vifs. Sa voix sonne claire, écrivez-vous. C'est la plus belle indienne qu'il ait jamais vue en Basse-Californie et même dans les nombreux pays d'Amérique qu'il a visités. Ça, c'est ce que raconte un voyageur. De l'enfant, la femme a aussi la grâce native. Pas un de ses gestes qui ne soit à la fois exact et beau. Elle semble faire corps, cette femme solitaire, avec le monde qui l'entoure, avec la terre, avec le ciel aussi, des yeux arrimés aux montagnes. Elle parle à la mer. C'est une femme oiseau, c'est une femme Icare. Le mythe d'Icare, c'est... Je crois qu'au fond, tout être humain a en lui ce désir de se séparer de la terre et de connaître cette ivresse des oiseaux, de ne plus être rattaché à rien, d'élargir son horizon, que le ciel devienne la terre et qu'on soit voisin des nuages. Jean-Marie de Clésio, notre prix Nobel de littérature sur le mythe d'Icare. Vous aussi, vous êtes, Irène Frin, une femme Icare. Très tôt, vous avez eu envie de partir, de prendre le large. Pour aller chercher quoi? Pour trouver quoi? Je me sentais pas bien dans ma famille, donc pour aller chercher ailleurs. Je me souviens très très bien de la joie immense que j'ai éprouvée dans la voiture avec vieille Catrel celui qui allait devenir mon mari quand j'ai suivi, qu'on est partis ensemble pour essayer de construire quelque chose ensemble. Et je sais aussi que la joie, ça dure, ça s'arrête. Hein. Il y a un moment où la joie retombe, parce que la vie quotidienne, il faut acheter à manger, il faut faire les lits, il faut faire la vaisselle. Et bon, on va pas faire ça comme dans Walt Disney, siffler en travaillant, n'est-ce pas? Mais la joie, oui, les ailes peuvent fondre, mais il faut essayer de les recoller. Alors, mais en écrivant, vous avez continué à voyager. Oui, C'est alors une exploration de l'inconnu aussi. Je m'invente une vie parallèle. Et c'est un envol. Je suis complètement ailleurs. Je veux vivre vraiment, oui, comme un oiseau. Mais elle, ce qu'elle avait, justement, c'est peut-être pour ça que je me suis à ce point enthousiasmée, c'est que elle était d'un autre monde où on pouvait vivre oiseau sans qu'on vous pointe du doigt. Si je peux, on pouvait être Icare sans dire oui, c'est Icare, mais ses ailes vont fondre. Voilà, la joie n'était pas dérangeante dans son monde, je crois. Maintenant, je ne la connais pas absolument, mais j'étais heureuse de lui redonner cette seconde vie. Et pour ce faire, vous avez travaillé comme le docteur Choin, comme votre enquêteur, en tenant registre de tout. C'est peut-être comme ça le travail de l'écrivain, la fabrique du roman. Hein. Il récolte, fait avec ce qu'il trouve, les brisures, les éclats, ce qui est disjoint, ce qui ne l'est pas, les blocs, les miettes, 2 mots, 3 phrases, le détour d'un paragraphe, les pièces et les morceaux. Puis il rassemble, recolle, raboute. Pour le reste, il tâche de lire entre les lignes, dans le blanc du texte, là où se dit ce qui n'est pas écrit. Il faut de la patience et un brin d'imagination, mais ça le passionne. Il ne sent pas la fatigue. Cette fatigue-là qui vous quitte ou qui semble vous abandonner à chaque fois que vous prenez votre plume, Irène Frin. Cette question du voyage, elle est importante parce que votre premier roman, Le Nabab, en 82, déjà nous emmenait très loin. Après un livre sur les marins bretons, vous êtes d'abord allé chercher vos histoires
histoire dans cet ailleurs, hein, et en Inde notamment, avant de vous rapprocher plus récemment, tout près, avec ce récit autobiographique que vous avez évoqué, paru en 2020, Un crime sans importance, qui raconte cette blessure, ce silence, celui qui entourerait et entoure encore le meurtre de votre sœur Denise. Il vous a fallu du temps, il a fallu oser, ça a été le voyage le plus difficile à faire, celui qui vous a fait passer du lointain, de la littérature de voyage, d'aventure, à cette littérature de l'intime. Et ce sera ma dernière question, Irène Frein. Un crime sans importance, ça s'imposait. Je ne pouvais pas laisser la justice, la police et la famille se taire. Ça n'était pas possible. Je n'ai pas accepté cette phrase selon laquelle la mort de Denise, qui est un meurtre, soit inscrite dans le grand plan de Dieu, que la justice ait considéré cette mort comme naturelle. Elle ne l'est plus actuellement, parce que des experts médicaux se sont penchés à la demande de la juge d'instruction qui a été nommée enfin, et sa mort est reconnue comme étant liée à son agression. Donc ça, c'était autre chose. Mais justement, au sortir de ça, j'avais besoin précisément de me reconstruire et de retrouver cette femme pleine d'allant que j'avais été, de rejoindre l'ailleurs en moi qui voulait vivre. Je dirais que c'est ça qui m'a portée. Et je suis très touchée que vous ayez cité ces phrases, parce que oui, il y a eu du travail, celui que j'ai décrit là, comme le docteur Shaw, beaucoup de choses se sont écrites dans ce livre, L'Allégresse, dans le blanc du texte. C'est aussi du blanc où peut s'installer l'imaginaire du lecteur. Mais la gaieté, on dit, ou la joie, c'est aussi une politesse envers les autres. Donc, il n'y a pas à voir le travail. Oui, j'ai travaillé pour écrire ce livre, oui, mais maintenant c'est fini. Le livre prend, comme La femme solitaire, son envol. C'est un livre oiseau, c'est un livre joyeux, mais joyeux avec le malheur. Et peut-être la femme solitaire m'a-t-elle aidée parce que rien qu'en existant, rien qu'avec ses gestes, rien qu'avec ses regards et sa présence, elle a donné à cette ville déchirée la conscience que quelque chose de plus fort en l'homme peut surmonter le malheur, et ce miracle, en effet, est la joie. Merci beaucoup, Irène Frein. Ce livre, L'Allégresse de la femme solitaire, qui vient de paraître au Seuil, s'est donc envolé comme cette femme oiseau et atterrira peut-être entre vos mains délicates de lecteurs et de lectrices, chers auditeurs, chères auditrices. Merci à vous, Irène Frein, d'avoir été avec nous. Merci.